En Nouvelle-Zélande, tout ce qui naît avec une entre les jambes ne rêve que d'une seule chose, c'est de devenir All Black. Bah en vrai, j'ai juste à biper et j'ai peut-être dit ou j'ai peut-être dit liberté homme-femme. J'ai jamais dit qu'il y avait que les mecs qui pouvaient jouer au rugby. Je suis pas le premier à le savoir parce que je vais dire que j'ai une amie fille qui joue au rugby. Oh là 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 là, cette introduction honteux. De l'autre côté de la Manche, les ballons de rugby n'ont jamais rebondi dans les jardins des pauvres, ni sur les terrains en bordure d'usine. C'était un sport de bourgeois. Les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Le concept, il est très simple. J'ai 2 histoires à vous proposer. La première histoire, ça va être les All Blacks. On a une histoire un petit peu longue. Et par la suite, on va parler des Anglais, qui sera une histoire un petit peu plus courte pour terminer, pour clôturer cette vidéo. Vous le savez, il y en a une qui a créé le rugby et l'autre l'a réinventé. Le rugby en Nouvelle-Zélande, c'est le sport qui a sauvé les différents peuples maoris de la misère. Mais avant de devenir une grande nation du rugby, ça a été très difficile et c'est là justement que notre histoire elle commence. Les Maoris sont les premiers peuples en Nouvelle-Zélande, donc au XIIIe siècle, sachant que le nom Nouvelle-Zélande, il n'existait pas encore. Je vous dis Nouvelle-Zélande, mais il n'y avait pas de nom. Ils sont donc d'origine polynésienne et ils établissent un système de tribus, divisés en clans qui s'affrontent parfois, mais qui s'unissent pour lutter contre d'autres tribus rivales. Ça c'est important, dans la suite de l'histoire c'est très important. Le plus important à l'époque pour ces tribus, c'était pas d'avoir une coque Rhino Shield ou un VPN, c'était d'avoir des accès pour la chasse et pour la pêche. Il fallait survivre frère, c'était obligatoire. Aujourd'hui, l'aspect guérilla a son utilité, non pas pour tuer ou manger, mais vous l'avez tous vu comme moi, dans le sport, comme le rugby. Il y a aussi l'attachement à la tribu qui est très importante chez les All Blacks et on comprend plus facilement pourquoi ils sont tous unis. Il y a eu des périodes très sombres et beaucoup de sang a coulé. Ils ont perdu énormément des leurs, mais malgré ça, ils sont restés ensemble et soudés. Les premiers Européens arrivent donc quelques siècles plus tard, en 1642. Abel Tasman, à l'époque, ces explorateurs sont hollandais et ils surnomment cette île Noa Zealandia. Je sais pas si je le prononce bien, mais voilà. Les premiers contacts avec les Maoris, ça se passe pas très bien, c'est même la guerre. Tu es considéré comme une tribu d'ailleurs, donc ils veulent pas de toi. Et c'est la guerre. La Nouvelle-Zélande est donc enfin sur la carte, mais quand les Européens ils sont rentrés au pays, ils ont raconté leur mésaventure et ils ont dit que clairement c'était une terre qui était sauvage, peuplée de cannibales, et ça en a découragé pas mal plus d'un de financer un prochain voyage. En 1769, le capitaine Cook longe toute la côte de la Nouvelle-Zélande et il cartographie tout. Là j'ai réussi à le dire. Cartographie. Ça fait 18 fois je veux le dire. Essayez de le dire. Là tu te poses la question, comment est-ce qu'il a fait avec les Maoris? Déjà dans un premier temps, il a été respectueux parce qu'il a longé la côte, donc il rentre pas en conflit. Deuxième atout, son accompagnateur, Tupaia, je pense, qui était là en tant qu'interprète. Et oui, vous le savez, la communication, c'est la meilleure chose que l'on peut faire. Les Occidentaux, ils ont permis donc au fil du temps aux Maoris de se développer d'une manière positive, mais aussi d'une manière assez négative. La raison du conflit, elle est très simple. Toi, tu as des armes et pas moi. Ok, très bien, je te fais la guerre parce que moi, j'en veux aussi des armes. Ça fait donc 20 000 morts et à la fin, on est enfin à armes égales parce que moi aussi, j'ai des armes. Ça paraît fou quand même. La signature du traité de Waitangi le 6 février 1840. Ce traité, c'est l'acte fondateur de la Nouvelle-Zélande. La fête nationale est toujours célébrée chaque année à cette même date. Le traité y restreint la vente uniquement aux Britanniques et il est censé aussi garantir les droits de propriété aux Maoris. Oui, j'ai bien dit, il est censé. Vous vous souvenez du capitaine Cook, il a cartographié les contours de l'île du Sud, mais il reste évidemment tout l'intérieur de l'île à explorer. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu des découvertes assez conséquentes, notamment avec des filons d'or. Et je peux vous dire que ça a attiré pas mal de monde. Évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. Et vous le savez qu'un Anglais qui s'installe à cette époque, il aimait bien prendre ses libertés. Donc petit à petit, on a des terrains qui changent de main sans qu'il y ait vraiment de vente qui ait lieu. Et donc, il n'y a pas la procédure et pas suivie également, ce qui énerve petit à petit les Maoris. Et c'est à force de ne pas respecter ces règles qu'une guerre va éclater, une guerre qui va durer pendant plus de 50 ans, avec une lourde perte humaine. On parle à l'époque d'une présence britannique de 250 000 et d'une présence maori de 50 000 personnes. Malgré la différence de nombre et les ressources infinies des Britanniques,
qui arrivent en grand nombre. Ils avaient clairement aucune limite. La guerre, elle a terminé parce que les Maoris, ils avaient plus les ressources pour pouvoir se nourrir et tout simplement nourrir leur famille. C'est vraiment ça qui les a fait capituler tout simplement. À la fin du 19e siècle, la Nouvelle-Zélande est un territoire qui est pratiquement désert, peuplé de colons britanniques et de Maoris. On l'a vu ensemble, hein, et les migrants, ils arrivent donc en quête de fortune, et la plupart, ils décident soit de devenir fermiers ou de simples ouvriers. La vie est difficile et les divertissements sont rares. On parle de bagarres et d'alcool. Voilà, c'est aussi triste que ça. Et puis un jour, il y a un homme qui est arrivé, c'était le fils de parlementaire aisé, qui arrive de Londres, avec dans son sac les règles d'un nouveau sport, le football rugby. Et vu qu'il n'y avait pas grand chose à faire, vous l'avez bien compris, ça a été le prolongement récréatif de leur culture, un peu rustique, hein, parce que oui, à l'époque, le rugby, c'était quelque chose de bourrin, c'était un sport qui débutait, hein, donc, mais il faut bien commencer quelque part, on commence tous quelque part. Hein. En quelques années, le rugby devient le sport national, le centre de la vie sociale, dans les zones rurales, ce qui veut clairement dire toute la Nouvelle-Zélande. Et en 1888, la première équipe nationale part faire une tournée chez les Britanniques. Et ouais, chez les Anglos. C'est Thomas Ellison qui impose alors 2 emblèmes néo-zélandais, le maillot noir frappé de la fougère et le deuxième, je sais que tu sais, nous savons. Le chant de guerre maori a été imposé en 1820 par le chef Te Raufara. Et c'est en 1892 que la fédération néo-zélandaise voit le jour. En 1987, les enfants obtiennent un jour de congé pour célébrer la victoire de la Nouvelle-Zélande en Coupe du Monde. Les Blancs descendent des colons et les Maoris natifs de l'île ont donné ensemble naissance aux All Blacks. C'est pour ça qu'ils ont réussi à dominer le rugby pendant plusieurs années. Les premiers apportant une rigueur anglo-saxonne, un souci de méthode et une discipline collective. Les seconds colorant le jeu de leur éternelle fraîcheur physique, de leur créativité et de leur énergie. C'est assez impressionnant de se dire que ce sport, il a éduqué une nation entière. Les All Blacks sont considérés comme des héros en Nouvelle-Zélande, des hommes exemplaires, courageux, humbles. Pendant plusieurs années, ils ont dominé le rugby très largement. Maintenant, plusieurs nations réussissent à faire tomber le géant noir. Et je peux vous garantir qu'on ne doit pas oublier cette équipe. Pour eux, le rugby n'a pas été conçu pour divertir les foules, faire danser les gens ou permettre de rigoler entre amis. Ce sport est intégré au système éducatif avec comme objectif de former une élite sociale. Le rugby est une étape quasi obligatoire pour les jeunes Anglais s'ils veulent espérer un statut de gentleman. Les rugbymen anglais, ils possèdent généralement tous un accent anglais, le même accent de toutes ces universités d'excellence, et donc ils se reconnaissent facilement. En France, c'est loin d'être la même chose, parce qu'on entend des expressions basques, les intonations d'Auvergne, l'argot de Provence, on a tout ce que vous voulez. Il n'y a rien de tout ça en Angleterre où l'accent n'indique pas forcément le lieu de naissance, mais plutôt l'origine sociale. Autre spécialité anglaise, le rugby ne se met pas au service des chauvinismes locaux, probablement parce que les représentants de l'élite issus du même moule partagent aussi les mêmes codes. Et oui, ils sont tous pareils les Anglos. Avec des termes un peu plus simples, ils font tous partie de la même famille, du même rang social, et donc ils jouent entre potes. Si je prends encore l'exemple de la France, le club d'en face, t'as qu'une seule envie, c'est de le poutrer, c'est pas ton meilleur pote. Et en Angleterre, c'était comme ça jusqu'en 1990. Et oui, il n'y avait pas de championnat et pendant plus d'un siècle, les meilleurs joueurs, ils jouaient dans le même club, avec les mêmes personnes, des matchs infinis sans compter les points, parce que c'était la famille. Le rugby, du côté anglais, c'est un bon moment évidemment pour venir voir un beau match de rugby, mais aussi c'est évidemment le moment de parler business. Et chaque année pour ça, donc, il y a la célèbre rencontre entre Oxford et Cambridge. À la différence encore, la France, j'aime bien comparer. Le rugby français, il est imprévisible, violent et mal élevé. Et il est humain d'admirer secrètement ce que les autres possèdent et à ce titre, le French flair, les angoisses et les déboussoles. Écoutez, il y a beaucoup de choses à dire sur cette équipe d'Angleterre, mais comme je vous l'avais dit, c'était une courte histoire. J'avais pas envie de... Peut-être que je me garderais un petit peu plus de temps pour faire une grosse vidéo sur l'Angleterre. On les déteste, mais en même temps, ils sont quand même là et ils ont créé ce sport. On veut de toute façon de la rivalité, on en a besoin. Et on veut les poutrer à chaque fois, c'est obligatoire. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.